désormais de prendre des mesures structurelles qui redonnent aux acteurs du secteur la confiance nécessaire à une relance durable de la construction. L'urgence à agir est grande. C'est l'objet des 4 priorités présentées ce matin. La première priorité, c'est de favoriser l'accession à la propriété. Les ménages des classes moyennes, qui ont plus particulièrement souffert de la crise du pouvoir d'achat, ont vu s'éloigner peu à peu la perspective de devenir propriétaires et de se constituer leur propre patrimoine. L'accession à la propriété est l'une des clés de succès de la relance de la construction. C'est pour répondre à ce besoin que les dispositifs de financement de l'accession seront adaptés pour renforcer leur efficacité, alors que l'accession à la propriété est l'une des clés du succès, comme je le disais, notamment pour les maisons individuelles. Le prêt à taux zéro, qui, comme vous le savez, arrive à échéance à la fin de l'année, sera donc prolongé et recentré pour le rendre plus efficace et lui permettre de bénéficier à davantage de ménages primo-accédants. Nous allons donc le recentrer sur les zones un peu moins tendues, là où il pourra pleinement jouer son rôle incitatif auprès des classes moyennes et des classes modestes. Le PTZ est un véritable outil au service de la primo-accession pour encourager les ménages à passer de la location à l'accession, mais il est aujourd'hui trop ciblé sur les zones les plus tendues, là où les logements sont rares et chers, et ne peut donc bénéficier à un grand nombre de ménages. La part du montant de l'achat pris en compte sera relevée, le plafond de revenus pour en bénéficier sera également élargi aux classes moyennes et le remboursement différé sera allongé. Ces évolutions permettront d'augmenter de plus de 60% le nombre de TPZ distribués de 44 000 aujourd'hui à 70 000. La deuxième priorité, c'est la simplification des règles de construction pour abaisser les coûts et développer l'innovation. De nombreuses réglementations, des milliers de normes s'imposent aux bâtiments. Leur intention est louable. Il s'agit d'offrir des logements sûrs, de qualité, respectueux de l'environnement. Il ne s'agit pas bien sûr, par la prise de ces mesures, de diminuer les exigences de qualité, mais de mieux articuler les réglementations qui se sont multipliées, empilées au fil du temps, sans véritable cohérence, de fixer des objectifs de résultats, mais non de moyens, de mutualiser les procédures lorsque c'est possible et de réduire les risques de contentieux. 50 mesures donc, de simplification de la réglementation permettront de faire baisser les coûts de construction et de faciliter la conception des projets. Elles sont issues d'un travail collaboratif mené avec les professionnels du secteur. Et je veux ici saluer leur implication dans cet important chantier. Ces mesures sont concrètes et seront mises en œuvre le plus rapidement possible. Dans le cas de 2 logements superposés, comme c'est souvent le cas dans les petits immeubles où certains commerces sont implantés au rez-de-chaussée, il ne sera plus obligatoire de mettre aux normes d'accessibilité des logements situés aux étages ou, dans le même sens, des logements qui seraient situés au 5e étage sans ascenseur, qui n'auraient donc pas la possibilité d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Notre objectif est de fluidifier les procédures tout en conservant nos exigences de qualité en matière d'aménagement. La troisième priorité, c'est de poursuivre l'action de l'État à la construction de logements sociaux tout en créant une nouvelle offre de logements intermédiaires en zone tendue. S'agissant du logement social, le gouvernement conduit une politique active en faveur du logement social. Les chiffres de la construction s'en ressentent. Ainsi, l'État et le mouvement HLM ont signé en juillet 2013 un pacte
d'objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d'investissement pour le logement. À travers ce pacte, l'État a donné des signaux forts et a montré que la production de logements sociaux était une priorité, avec l'abaissement du taux de TVA à 5,5 pour la construction et la rénovation, par l'abaissement du taux de l'éco-prêt pour financer leur réhabilitation, le relèvement du plafond du livret A et le renforcement pour les communes de l'obligation de production de logements sociaux. L'État devra également cette année dresser les bilans triennaux de l'application de la loi SRU. Et vous le savez, si les communes n'ont pas atteint le seuil fixé par la loi et qui ont fourni suffisamment d'efforts de rattrapage au cours des 3 dernières années, si ce n'est pas le cas, déterminer la majoration de leur pénalité. La loi SRU porte le seuil de 20 à 25%. Cela constitue un formidable outil pour la solidarité qui permet de dynamiser la construction et la production de logements sociaux. Le gouvernement restera extrêmement vigilant sur son application et sera ferme sur les modalités d'application des majorations aux communes carencées. L'État poursuit également son soutien à la construction de logements très sociaux grâce à un appel à projet PLAI adapté. Il s'agit, par cet appel à projet, de créer une nouvelle offre de logements PLAI très sociaux destinés aux ménages les plus modestes. Ce programme vise la production annuelle de 3000 logements PLAI adaptés, dont au moins 2000 pour l'année 2014. Concernant la gestion locative, nous signerons à l'automne avec le mouvement HLM un accord d'engagement sur la qualité de service fixant des objectifs ciblés et traduisant une ambition d'améliorer concrètement la vie quotidienne des locataires des immeubles sociaux en matière de lien social, de tranquillité, d'entretien des parties collectives, de cadre de vie, d'économie d'énergie ou concernant le fonctionnement de leur immeuble. Un volet spécifique sera consacré aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et cet engagement sera ensuite décliné au niveau territorial. Par ailleurs, pour répondre encore mieux aux besoins des Français, le gouvernement souhaite développer une offre de logement dite intermédiaire dans les zones très tendues. Lorsque les loyers du parc social et ceux du parc privé sont tellement éloignés qu'il est difficile aux classes moyennes d'accéder à un logement, pour cela, le gouvernement finalisera la mise en place du cadre juridique pour le logement intermédiaire initié par l'ordonnance de février 2014. Le zonage afférent au dispositif d'investissement locatif sera révisé avant l'été afin de mieux prendre en compte la réalité de la tension du marché et favoriser l'investissement locatif, notamment dans des métropoles comme Lille, Lyon ou Marseille, pour ne citer que quelques exemples. Nous allons également l'améliorer. Ce dispositif permet aujourd'hui à un investisseur de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% du prix d'acquisition en contrepartie d'un engagement de sa part sur une durée de location de 9 ans, en respectant des plafonds de ressources pour le locataire et un plafond de loyer également, qui est régulièrement inférieur au prix du marché d'environ 20%. L'investisseur sera désormais incité à maintenir son logement dans ce dispositif pour une durée plus longue, en contrepartie d'un avantage supplémentaire. Cette prolongation sera optionnelle pour l'investisseur. En outre, le gouvernement, avec la Caisse des dépôts, via la Société nationale immobilière, prendront part à cet effort de construction en faveur du logement intermédiaire. Enfin, avec le Premier ministre, nous réunirons les acteurs, notamment les investisseurs privés long terme, pour lancer leur mobilisation en faveur du logement intermédiaire. La quatrième priorité, c'est de renforcer la mobilisation du foncier public. Les dispositions déjà prises se révèlent insuffisantes
Engagée depuis plus de 10 ans, la politique de mobilisation du foncier public doit aujourd'hui libérer des terrains qui sont stratégiquement localisés, mais souvent pollués ou encombrés, nécessitant d'importants travaux de libération et d'aménagement pour y construire des logements. Sur près de 300 terrains recensés, représentant plus de 5 millions de mètres carrés sur l'ensemble du territoire, trop peu de chantiers ont trouvé preneur. C'est donc très insuffisant pour contribuer à la mobilisation et à la libération du foncier dont la France a besoin pour relancer la construction de logements. La réalisation des projets de construction ou d'aménagement depuis la programmation jusqu'au chantier lui-même prend nécessairement du temps. Il faut donc aujourd'hui renforcer le dispositif, lui donner un nouvel élan et assurer un meilleur suivi. Pour accélérer la mobilisation du foncier public, les préfets seront chargés de faire émerger des projets de construction en lien avec l'ensemble des acteurs locaux sur quelques projets ciblés, identifiés, de terrains susceptibles d'être mis en chantier rapidement. Un pilotage resserré sera mis en place au niveau national et la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier sera présidée par Thierry Repentin. Il aura la charge de suivre les projets identifiés, ciblés sur l'ensemble du territoire, mais il aura aussi pour mission d'identifier les freins à lever pour renforcer le dispositif et améliorer son efficacité. Cette commission sera installée prochainement.